C'est Thierry Falconet, maire de Chenôve, vice-président de Dijon Métropole et président de l'association Villes et Banlieues. Et à ce titre-là, je vous remercie d'être des nôtres, puisqu'on est en train de réfléchir à construire des actions ensemble autour d'un partenariat. Donc, merci Thierry Falconet d'ouvrir cette session. Merci à vous. Je suis très heureux d'être présent ce matin à cette belle cérémonie et à cet échange sur les enjeux de l'Internet dans nos collectivités. Je crois que tout le monde n'a pas coupé son micro. Donc, ça fait un peu de perturbation. Il y a Monsieur Coudry, je crois, qui a son micro. Je ne veux pas le... Voilà. Je voudrais intervenir peut-être sur deux aspects qui me tiennent à cœur. D'abord, en tant que président de l'association des maires de Villes et Banlieues de France, vous le savez, qui a vocation à représenter les quartiers et les communes populaires. Et cette question du numérique dans nos quartiers et nos villes populaires, elle est centrale. Elle est centrale en termes d'accès de tous aux droits communs, notamment par le numérique, dans un mouvement général de dématérialisation des actes administratifs, des démarches, et on se rend bien compte que dans nos quartiers, dans nos communes de la politique de la ville, où on a des populations qui sont parfois exclues, souvent en grande difficulté, on a un cumul de ces difficultés, et souvent la fracture sociale s'ajoute à la fracture scolaire, à la fracture dans l'accès aux droits communs, et donc à la fracture numérique. Et c'est vrai que les collectivités jouent un rôle essentiel dans l'accès de tous aux droits communs. Je crois qu'il y a un plateau qui est destiné au numérique éducatif. Durant la période de crise sanitaire, on a bien vu que dans nos quartiers populaires, cette question de l'accès au numérique pour les enfants, pour leurs familles, a été un point central, voire un élément d'inquiétude pour les élus, et nous avons dû remédier avec nos moyens à cette fracture numérique. Je voudrais terminer mon propos parce qu'on est limité à 3 minutes et je sais que vous allez forcément me couper la parole. Je vais intervenir en tant que vice-président de Dijon Métropole aux mobilités. Je crois que c'est un sujet qui n'est pas trop traité dans la matinée, mais là aussi nous avons un rôle à jouer, les autorités organisatrices des mobilités, pour que l'Internet, le numérique, soit au service des usagers. Nous avons à Dijon Métropole une offre globale de mobilité, donc transport en commun, tram, bus, accès à la location de vélos, autopartage, voilà, une offre globale de mobilité avec un seul prestataire. Et nous avons développé avec ce prestataire qui est Divia Keolis et que je salue, nous allons développer une seule application, donc Divia Mobilité, qui est accessible par le smartphone, où l'usager peut trouver des renseignements comme les horaires de bus, de tram, la station de location de vélo la plus proche, l'arrêt de bus ou l'arrêt de tram le plus proche de l'endroit où il est localisé. Donc on voit bien tout le potentiel que le numérique peut apporter en termes d'amélioration du service public des mobilités, avec en plus une dimension intermodalité que nous avons développée avec la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque les deux applications et les systèmes d'information se répondent pour que l'usager du TER puisse trouver, lorsqu'il arrive à Dijon, de manière très fluide, les informations pour poursuivre son trajet. Voilà, je crois que j'ai tenu 3 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo d'avoir joué le jeu. Donc, sans plus tarder, Patrick Molinoz nous rejoint et je lui laisse la parole. En mobilité, on en parlait. En mobilité arrêtée, je suis sur un parking. Voilà. Alors, pour 3 minutes, top chrono. Très bien. Rapidement, merci à Ville Internet. J'interviens là au titre de l'Association des maires de France, puisque je représente donc François Barouin et André Léniel pour cette journée importante, et vous dire
que l'Association des maires de France, évidemment, est très attachée au partenariat avec votre association, et qu'elle l'est d'autant plus que nous avons décidé pour cette mandature qui s'ouvre d'axer notre engagement encore plus sur la question des usages numériques et du développement de ces usages dans les territoires. Alors on vient d'entendre notre collègue Thierry Falconet qui parle au nom de Ville et Banlieue notamment, qui appartient à une métropole importante, la métropole de Bourgogne-Franche-Comté, mais nous pensons à l'AMF que, évidemment, sans méconnaître l'excellence de ce qui est produit et organisé dans les métropoles, notamment sur les questions de mobilité, il ne faut pas méconnaître l'importance du développement des usages numériques dans les territoires ruraux. Et qu'un des grands enjeux avec le déploiement de la fibre sur tout le territoire, même si les objectifs ne seront sans doute pas atteints à la vitesse à laquelle on peut l'espérer, mais en tout cas, chaque jour qui passe nous rapproche de l'arrivée de ce très haut débit partout. Il est essentiel de développer les concepts de territoire connecté et de territoire intelligent. Je combats le terme Smart City. Je pense que les anglicismes inutiles ne servent à rien, d'autres que du marketing. Mais dans les territoires ruraux, nous devons pouvoir développer pour nos citoyens le meilleur des usages numériques. Et la question de l'inclusion d'un numérique citoyen, d'un numérique qui participe à une amélioration des conditions de vie, qui protège la sécurité des habitants, qui en facilite leur accès aux services publics. On a parlé de la mobilité, mais c'est l'ensemble des services publics. On accompagne les démarches d'espace France Service, on développe les services publics de proximité qui dépendent des collectivités locales. Tout ça doit se faire évidemment en mouvement avec l'utilisation du numérique, sans oublier évidemment que tout ça ne peut se faire que si tout le territoire s'engage. Donc voilà, l'Association des maires de France a voulu marquer par sa présence aujourd'hui son attachement à votre association et puis réaffirmer notre intérêt pour développer fortement le message d'un usage citoyen du numérique. C'est un des grands enjeux que nous nous fixons pour cette mandature au plan national. Voilà. Merci beaucoup et vraiment encore merci à votre présence très active malgré vos enjeux de déplacement. Et donc, je laisse la parole maintenant à Caroline Zorn, normalement, si elle est arrivée. Sinon, Hélène Polifonte, je crois, est là. Et donc, Hélène, si vous voulez bien, vous êtes maire de Baie-Mahault, vous êtes en Guadeloupe, je pense, en ce moment même. Donc, voilà, encore une fois, le territoire d'outre-mer, on est très attaché, notamment à la Guadeloupe, comme d'autres, mais particulièrement parce que depuis des années, la région Guadeloupe et les villes de Guadeloupe sont très présentes, notamment Baie-Mahault. Donc, je vous laisse la parole pour 3 minutes. Merci, madame. Oui, bonjour à tous, Hélène Polifonte, maire de la ville de Baie-Mahault. Je vous jouais effectivement depuis la Guadeloupe. Chez nous, il est pratiquement 5h30 du matin, mais je suis levée, je suis de mon pied. Mes premiers mots seraient tout simplement pour vous dire une meilleure année. Je ne vous dirai pas une bonne année parce que l'année 2020 était une année extrêmement difficile. Donc, gageons que les choses soient meilleures cette année et tout ce que je peux vous dire, c'est gardons espoir en l'avenir, bien entendu. Je suis maire de cette commune depuis le 24 décembre 2015. J'ai été réélue en mars 2020 suite à l'élection de mon ancien maire à la présidence de la région Guadeloupe, Monsieur Harry Chalus. Et déjà à cette époque, effectivement, la ville de Baie-Mahault était déjà très présente au niveau de ville Internet. Nous avons été plusieurs fois récompensés, bien entendu. Et sur cette mandature, nous avions, en tout cas, entre 2015 et 2020, j'avais mis en place un certain nombre de projets qui consistaient effectivement à faire du numérique une de nos priorités. 2020, nous continuons dans ce sens. Nous avons toutes les formes de transition, bien entendu, et la transition numérique fait partie également de nos axes de mandature. Cette année,
avec le Covid en Guadeloupe, nous avons été, c'est vrai, confinés. Nous avons eu beaucoup de difficultés à fonctionner. Encore aujourd'hui, on continue à fonctionner en distanciel, malgré une situation beaucoup plus calme par rapport à l'Hexagone. Mais nous n'avons pas pu mener toutes les activités qu'il était prévu de faire sur cette année 2020. Alors, nous nous sommes engagés, nous sommes dans une dynamique, je dirais tout simplement de test, d'expérimentation, en dehors de tout ce que nous faisons dans les établissements scolaires et bien sûr en dehors de la transition qu'on a commencé avec la dématérialisation de tous les services de la ville. Nous nous sommes engagés sur une expérimentation je dirais tout simplement je cherche le mot parce que je suis pas très informatique s'agissant des grands mots, d'un site qui sera utilisé par les citoyens. Donc, je dirais tout simplement, ça ne correspond pas à un binaire, mais en tout cas, les bémaossiens pourront, d'une manière générale, à travers cette plateforme, voilà le mot que je cherchais, s'il y a des problématiques qui se posent sur le territoire, eh bien, pourront tout simplement faire en sorte de pouvoir nous les dire de manière à ce que la collectivité, nous les élus que nous sommes, nous puissions réagir. Donc, l'objectif déjà, c'est de pouvoir améliorer, bien entendu, le service public, la qualité du service public sur le territoire de la ville de Baie-Mahault, permettre aussi également que la population de manière active puisse pouvoir participer au développement de la collectivité, parce que en dehors des petits, je dirais, comme on l'a dit chez nous, en dehors des petits bobos, la population bémaotienne pourra également, si elle le souhaite, émettre un certain nombre d'idées. Je sais effectivement, quand on regarde bien, que certaines collectivités de France, de l'Hexagone, ont déjà ce type de plateforme qui existe sur le territoire, mais nous, à Baie-Mahault, en tout cas moi, je tenais à ce que ma collectivité puisse pouvoir bénéficier de cette plateforme de manière à pouvoir améliorer en tout cas la situation d'une manière générale sur notre territoire. Et puis c'est une bonne chose pour les élus parce que ça va nous permettre de pouvoir être dans la réactivité, de répondre de façon, je dirais, à l'instant, je dirais pâtée, mais assez rapidement aux différentes doléances de notre population. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, c'est une avant-première, puisque nous allons mettre cette plateforme, je dirais, elle deviendra définitive à partir du mois de juin 2021, dans le cadre de la fête du bourg de Baie-Mahault. Pour le moment, nous sommes en phase d'expérimentation. Donc, on m'avait dit 15 minutes. Donc, vous voyez, j'ai dû speeder, j'ai dû modifier les choses de manière à pouvoir aller beaucoup plus vite et respecter le timing. On m'avait dit 15 minutes et j'en suis désolée, j'aurais bien aimé pouvoir vous dire encore plus. Voilà. Donc, je souhaite en tout cas un bon courage à tous les élus qui sont présents et les autres, parce que je sais que la situation est assez difficile de l'autre côté. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, Madame Polifonte. Eh bien, sans plus tarder, parce que je crois que malheureusement Caroline Zorn n'est pas avec nous actuellement, donc c'est Pascal Robin qui va à son tour passer sur ce grill des 3 minutes. À vous, Pascal Robin, qui est conseillère communautaire à la communauté de communes de Parthenay-Gâtine dans les Deux-Sèvres. Oui, bonjour à tous. Nous aussi, on travaille sur le numérique citoyen et pour cela, nous avons développé une plateforme que l'on a. Alors, ça, c'était pour apporter une réponse aux usagers en termes de disponibilité et d'efficacité de l'administration locale. On a donc développé un portail web qui s'intitule Gestion de la relation citoyenne, donc GRC, et ça a été développé par la DSI en collaboration avec un groupe de travail au sein des collectivités du territoire. Alors, on est une communauté de communes de 38 communes pour 39 000 habitants. Il nous est apparu important que la transversalité du concept d'accessibilité soit intégrée dans l'organisation de la collectivité. Et pour ce faire, on a traité l'organisation des services à la population, mais également l'accessibilité pour tous les publics. Le portail met à disposition des usagers un certain nombre de téléprocédures
qui sont classées par thématique et permet à l'usager de réaliser des demandes par l'intermédiaire de formulaires. Ces doléances sont ensuite acheminées vers des services ou directement vers des agents qui sont chargés de les traiter. Et l'interactivité entre le citoyen et l'agent est ainsi facilitée avec tous les outils de supervision nécessaires. D'un point de vue technique, les formulaires peuvent être dynamiques en s'adaptant aux réponses de l'usager et en tenant compte du contexte. Alors, le principe est d'organiser la relation avec les usagers. Le portail GRC a été développé avec la société Oranet et le développement est basé sur du logiciel libre sur Odoo. Ce qui est intéressant, c'est que si on a besoin d'une nouvelle procédure, le développement peut se faire directement par la DSI. Alors, le principe, le citoyen fait une demande sur une compétence donnée, elle est acheminée, elle est traitée et une réponse est apportée au citoyen. On avait le souci qu'il fallait systématiquement, chaque fois que le citoyen ou l'association ou une entreprise s'adresse à la collectivité, qu'il y ait une traçabilité d'une réponse et que la doléance soit traitée. Pour que la GRC soit accessible au plus grand nombre, on a mis en place plusieurs possibilités d'accès. On est parti du principe qu'il n'y a pas que le numérique. Et donc, le citoyen peut contacter la collectivité par téléphone, physiquement, par mail ou par courrier. Et systématiquement, la doléance atterrit dans la GRC, dans la plateforme. Et les réponses sont adaptées soit numériquement, soit par courrier également. Et alors, du coup, à ce jour, le portail fonctionne, il est développé, on a mis en place ce portail et en même temps des formations auprès de nos agents de façon à ce que vraiment… alors, on peut dire que le citoyen se l'est plus vite approprié que nos agents, mais ça y est, maintenant, tout fonctionne. Formidable. Eh bien, bravo. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je regarde si Caroline Zorn est avec nous. Elle nous rejoindra peut-être. Et donc, je vais demander à Sébastien Coudry, s'il le veut bien, à son tour d'intervenir. Il est conseiller communautaire au Grand Besançon Métropole, au Métropole Besançon, Grand Besançon Métropole, dans le Doubs, délégué au numérique, conseiller municipal à Besançon, à la ville, et à l'évaluation des politiques publiques open data et au numérique. C'est à vous, Sébastien. Merci aux autres de fermer leur micro, s'il vous plaît. Merci. Alors merci. Donc, comme de très nombreuses communes, Besançon met en œuvre pour ses services et pour la population un ensemble d'outils numériques. Et je voudrais faire un focus ici sur le numérique éducatif. Sans faire un historique, Besançon a installé 1000 ordinateurs dans ses 70 écoles dès 1992. En 2020, ça nous a permis de finaliser un projet pluriannuel afin de proposer aux élèves et aux enseignants des outils numériques qui répondent aux choix retenus par un comité de pilotage éducation nationale et ville de Besançon. Et différentes expérimentations ont été réalisées et les évaluations ont permis de faire des choix d'équipement et de planifier leur mise en œuvre. Notamment l'installation des VPI, c'est-à-dire les vidéoprojecteurs interactifs, dans chaque classe élémentaire avec un ordinateur portable pour l'enseignant. Et pour les écoles maternelles, l'orientation a été plutôt la mise en service de tablettes. Et la priorité est faite jusqu'en… voilà, c'est la priorité qui a été faite jusqu'en 2020. À ce jour, donc 270 classes élémentaires des écoles sont équipées d'un VPI et d'un ordinateur portable. Les 42 écoles élémentaires ou primaires sont connectées en haut débit et 5 écoles en quartier prioritaire sont dotées de 180 tablettes qui ont été mises à disposition des familles qui en avaient besoin pendant le confinement. Enfin, l'ensemble des écoles bénéficient de l'ENT choisi au niveau régional, c'est-à-dire ECLA BFC. Là encore, un travail en commun a été réalisé avec la DAN et la DSDEN. Cet ensemble d'équipements disponibles dès le début 2020 a permis d'offrir un potentiel d'outils de communication avec les élèves et les parents dès le confinement du mois de mars, puisque les visites sur l'ENT sont passées de 300 à 500 connexions par jour, jusqu'à un volume de 5000 ou 6000 connexions par jour. Mais il reste des évolutions à réaliser,
expérimenter par exemple la mobilité numérique dans les écoles maternelles, c'est-à-dire les tablettes et les ordinateurs portables. Et sur certains aspects, les écoles de Besançon sont proches du socle numérique de base défini dans le bulletin officiel de l'éducation nationale, mais nous avons encore des évolutions à réaliser. Comme je vous l'avais indiqué, donc le numérique est arrivé dans les écoles à Besançon en 1992, mais les normes des réseaux, comme vous le savez, ont beaucoup évolué depuis, surtout en ce qui concerne le volume des échanges qui était évidemment énormément amplifié. Donc c'est pour ça que la ville se propose de répondre à l'appel à projet publié il y a quelques jours pour réaliser une infrastructure réseau qui corresponde aux exigences du très haut débit et aussi de s'orienter résolument vers des outils de mobilité dans les écoles élémentaires. Formidable. Eh bien, merci beaucoup. On est très attentif au numérique éducatif à Ville Internet, puis en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et la direction du numérique éducatif. Et donc, merci de ce témoignage. François Dubost, si vous voulez bien vous prêter à cet exercice, à votre tour, vous êtes adjoint délégué au numérique à Aix-en-Provence. On descend un peu dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône. Et eh bien, on vous remercie là aussi pour la fidélité d'Aix-en-Provence à Ville Internet également. À vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à participer à cette table ronde sous forme de pitch. J'en suis très honoré. Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu de façon très raccourcie, un peu comment nous avons construit notre Smart City, notre ville intelligente à visage humain. Pourquoi visage humain? Pour une qualité de vie augmentée. Pourquoi? Parce que le futur, bien entendu, se prépare aujourd'hui. Alors donc, Aix-en-Provence a démarré son projet de ville intelligente dès l'année 2015, en se calant le plus possible sur son ADN, sa qualité de vie et son attractivité. Donc, afin de pouvoir garder cette activité naturelle, on a cherché toutes les pistes à l'aide d'innovations d'usage et de redonner du temps aux Aixois à l'aide de l'e-administration, de limiter ce que je appelle les temps pénibles d'une journée, être pris dans les bouchons, tourner en ville pour chercher une place, attendre au téléphone pour faire ses démarches, afin finalement de consacrer plus de temps à sa famille, ses amis, ses passions, ou encore respirer un air pur dans un environnement et une ville et nature, où ville et nature sont en harmonie. Ceci est devenu possible principalement grâce à notre application mobile Aix-ma-ville qui permet de visualiser en temps réel le nombre de places disponibles dans les parkings et bientôt, en mars prochain, toutes les places handicapées disponibles et la qualité de l'air. Pour les touristes et les étudiants, le Wi-Fi public est présent sur toutes les principales places depuis 2016 et dans tous les espaces culture de la ville. C'est en fait grâce à ce projet de Wi-Fi public, pensé dans une logique évolutive vers des technologies LiFi et LoRa, qu'on a pu déployer très rapidement dans le centre-ville à l'aide d'un proof of concept, une plateforme IoT multiservice. Ce projet, donc, bien entendu, a été accéléré par des partenaires privés, comme Cisco, The Camp, Axians, Jaguar Network, etc., et qui ont utilisé un peu la ville d'Aix comme un terrain de jeu. De ce fait, en 2 ans, on a pu déployer plus de 1000 capteurs autour de plusieurs cas d'usage liés aux politiques publiques de la ville et en ayant un double objectif. Améliorer la qualité de vie des Aixois tout en optimisant la qualité du travail des services municipaux. Tous ces projets privilégient l'utilité à la technologie, le concret à la communication. Ils ont été pensés pour accompagner les publics en difficulté, développer la culture numérique des agents et des Aixois, accompagner le déploiement de la démarche pour qu'elle fasse sens. Et elle nous a permis, cette politique, d'obtenir en 2020 le premier financement européen FEDER pour 550 000 € et donc de participer au challenge ICC Smart City avec 100 autres villes comme Barcelone, Nice, Hambourg. Aujourd'hui, un nouveau schéma directeur a été validé avec notre maire
et qui va permettre de passer d'une expérimentation à un déploiement à l'échelle de la ville sur ces 18 600 hectares. Aix, en effet, est la 11e plus grande ville de France sur le plan de sa superficie. Alors ce schéma directeur 2021-2026 renforce le précédent et repose sur 4 axes, 4 objectifs stratégiques. Le premier, améliorer la relation usager et favoriser la démocratie participative. Le deuxième, passer d'une ville numérique à une ville intelligente, innovante et sécurisée. Troisième objectif stratégique, accélérer l'e-administration et la digitalisation des services municipaux. Et enfin, quatrième objectif, faciliter le développement durable, ce qu'on appelle le Green IT. Je vous remercie de m'avoir convié à cette table ronde. Merci. Merci beaucoup pour l'exercice et à très bientôt. Nancy Subitani maintenant va nous rejoindre sur ce plateau. Elle est conseillère municipale à Frontignan. Nous restons dans le sud de la France, hein, dans l'Hérault, et elle est déléguée vous êtes déléguée au numérique pour tous. Alors voilà, nous vous laissons la parole pour à nouveau 3 minutes. Merci à vous, Nancy Subitani. Ben merci. Bonjour à toutes et à tous. En tant que nouvelle élue déléguée au numérique pour tous, je suis heureuse d'abord de participer à cette 22e cérémonie de remise des labels, un peu particulière car virtuelle. Oui. Fière de représenter la commune de Frontignan-la-Pérade, dans l'Hérault, labellisée depuis 2019 5 arrobas grâce à son engagement et à sa volonté d'un Internet citoyen et d'un numérique pour tous. Mon objectif pour cette mandature, c'est poursuivre l'œuvre commencée et maintenir au plus haut niveau le label afin de valoriser l'intelligence collective. Je souhaite donc associer l'ensemble des services municipaux avec une mention particulière pour l'équipe de la DSI qui s'est conseillée, coordonnée pour trouver la solution technique à toute problématique. J'associe également tous mes collègues élus pour le travail déjà accompli, ainsi que les projets innovants et citoyens que nous portons pour ce mandat. C'est un travail collectif en transversalité. La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'1 an a déplacé le digital des coulisses sous les projecteurs en une fraction de temps sur l'échelle humaine, transformant ainsi nos modes de vie, notre fonctionnement. Aussi, pour que cette transition numérique soit plus que jamais sociale et solidaire, toute notre collectivité, aidée de partenaires, a permis d'équiper et d'accompagner en 2020 24 familles avec enfants et adolescents identifiés en fracture numérique. De nos plus jeunes à nos aînés, nous avons à cœur de ne laisser personne au bord du chemin. Nos espaces numériques créés et dédiés à un service public comme le point info jeunesse, le PIGE, l'espace de vie sociale ou encore la maison des services au public. Pour acculturer aux bonnes pratiques du numérique, qui est très importante, développer l'aide aux démarches administratives pour répondre au mieux et au plus près aux besoins grandissants de nos concitoyens, dû entre autres à la dématérialisation de nos services administratifs publics. Être membre de Ville Internet, c'est appartenir à une communauté qui partage les mêmes valeurs et la même volonté d'une politique numérique citoyenne. C'est avoir une expertise ou simplement une écoute active. C'est avoir les moyens de réunir de nos voix en une auprès de notre gouvernement. C'est mesurer et évaluer les enjeux des actions à mener pour appréhender une transition numérique réfléchie, responsable et durable. Je terminerai en citant un proverbe africain qui illustre bien Ville Internet et les avantages du fonctionnement en réseau. Échange de bonnes pratiques, retour d'expérience et logique d'intérêt. Si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci Ville Internet. Merci beaucoup Nancy Subitani pour cette intervention
qui nous fait grand plaisir. Nous n'avons pas Caroline Zorn avec nous, malheureusement, pour terminer cette session. Elle est vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et elle a dû trouver actuellement un empêchement important puisqu'elle est très volontaire sur les sujets du numérique. Elle a participé au congrès toute la journée du congrès des élus au numérique et j'espère que vous, les élus qui venaient d'intervenir, mais ceux qui nous écoutaient également au-delà, seraient présents au prochain congrès des élus au numérique pour justement vous exprimer sur les grands enjeux, produire une motion collectivement présenté ensuite au gouvernement, comme on l'a déjà fait cette année. On remet ça le 7 octobre, donc on compte sur vous également pour participer. Et puis maintenant, n'hésitez pas à aller visiter Ville Expo, à quitter cette chaîne tranquillement parce que sinon on va rester sur YouTube. Et pour les youtubeurs qui nous suivent, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'Ubiquite pour aller vous accrocher sur les différents événements qui s'y déroule exactement en ce moment et vous pouvez donc venir sur ville au pluriel -internet.net/ubiquite/série. Donc voilà, ça s'affiche sur vos écrans et on vous attend. Donc on continue tous ensemble et encore merci à tous ces premiers pitchers qui ont été remarquables dans le respect du temps. Bravo, à bientôt.